des dragons majestueux qui rétablissent l'équilibre du monde et des gardiens légendaires des mers et des cieux, jusqu'aux traqueurs sadiques du désert, des poupées maudites animées par la haine pure et des prédateurs glacés qui gèlent leurs victimes et se repaissent de leurs restes. La troisième génération de Pokémon nous a apporté 135 nouveaux monstres de poche, un accent accru sur la nature et l'équilibre, ainsi que certains des légendaires les plus riches en mythologie à ce jour. Alors aujourd'hui, nous partons pour Hoenn et nous allons classer les 135 Pokémon de la troisième génération du bon au mal. Et comme d'habitude, nous commencerons par les Pokémon les plus nobles et descendrons jusqu'aux plus maléfiques. Ces Pokémon sont les bons, remportant la médaille d'or du bien et entrant dans le classement telle une étoile filante cosmique, voici Jirachi. Jirachi est en gros le génie du monde des Pokémon, sauf qu'il ne s'embarrasse pas de tout le théâtre de la lampe. Jirachi apparaît une fois tous les 1000 ans et le Pokédex indique qu'il a le pouvoir d'exaucer les vœux, et honnêtement, c'est peu dire. Jirachi est l'équivalent Pokémon d'un miracle, dans un mignon petit paquet étoilé. Le hic, c'est que vous n'avez que 7 jours pour faire votre vœu avant qu'il ne retourne dormir pour 1000 ans de plus. Malgré ses pouvoirs quasi divins, Jirachi ne cherche ni la gloire ni la célébrité. Dans Jirachi, le faiseur de vœux, il se lie d'amitié avec Max et utilise ses pouvoirs pour apporter de la joie et protéger ses amis, tout en montrant une personnalité espiègle et attachante. Et lorsque les choses se compliquent, Jirachi fait ce qu'il a toujours fait, il sacrifie son confort pour le bien commun. Ses pouvoirs sont légendaires, mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est sa compassion inébranlable. Il pourrait dominer le monde s'il le voulait, mais à la place, il choisit de faire la sieste et de rendre les gens heureux. Alors, comment ne pas l'aimer ? Mais passons maintenant à notre médaille d'argent du bien. Et les prochains à arriver sont Latias et Latios. Latias est le cœur du duo, rayonnant de bonnes ondes et ressentant les émotions comme un thérapeute psychique. Si quelqu'un est contrarié, Latios n'a pas besoin de mots, il dégage simplement une énergie paisible et rend tout meilleur. Honnêtement, s'il lançait une application de méditation, il guérirait probablement la moitié du stress mondial en une semaine. Latios, quant à lui, est le garde du corps que tout le monde rêverait d'avoir. Ses entrées dans le Pokédex vantent sa vitesse et sa puissance, mais ce qui ressort vraiment, c'est son dévouement farouche. Latios ne se contente pas de protéger, il anéantit tout ce qui menace ses proches. C'est l'équivalent Pokémon de « touche à ma famille et tu le regretteras ». Ensemble, le duo Eon est un parfait mélange de compassion et de force. Ils sont loyaux, protecteurs et bien trop bons pour ce monde. Dans Pokémon Hero, Latios et Latias prouvent leur valeur en tant que gardien ultime, avec Latios qui donne littéralement sa vie pour sauver Ultimer. Maintenant, nous avons peut-être un choix un peu surprenant pour notre médaille de bronze du bien. Le prochain est Absol. Absol, le Pokémon catastrophe, est l'un des Pokémon les plus incompris qui existent. Les entrées du Pokédex le décrivent comme un présage de calamité, apparaissant avant que des catastrophes naturelles ne surviennent. Bien que sa présence soit souvent considérée comme un mauvais présage, Absol ne provoque pas ces événements, il essaye d'avertir les autres d'un danger imminent. Ses sens aiguisés lui permettent de détecter des changements subtils dans l'environnement, faisant de lui un protecteur altruiste qui est souvent injustement blâmé pour les catastrophes qu'il prédit. Absol est un Pokémon profondément noble, qui consacre sa vie à aider les autres, malgré la suspicion et la peur auxquelles il fait souvent face. Il n'agit pas par agressivité ou par malveillance, il travaille plutôt discrètement à sauver des vies, même s'il n'est pas le bienvenu. Le calme d'Absol et sa capacité à endurer des jugements injustes sans perdre de vue son objectif en font l'un des Pokémon les plus vertueux qui existent. Dans l'anime, la nature incomprise d'Absol est un thème récurrent, en particulier dans l'épisode Catastrophe absolue, où il tente de sauver un village du danger. Bien qu'il soit rejeté et blâmé, Absol continue d'avertir les autres, prouvant ainsi son engagement indéfectible à faire ce qui est juste. En gros, ce que je veux dire, c'est que tout le monde doit de grandes excuses à Absol, parce que c'est un brave garçon. Arrive ensuite avec élégance la lignée de Gardevoir. En commençant par Ralts évoluant en Kirlia et culminant avec Gardevoir, cette lignée évolutive est un brillant exemple d'intelligence émotionnelle et de loyauté sans faille. Ralts est un Pokémon timide et empathique qui peut ressentir les émotions des humains et des autres Pokémon, et il est attiré par l'énergie positive, n'apparaissant qu'à ceux qui ont un cœur pur. Lorsqu'il évolue en Kirlia, il devient un symbole de joie et de beauté. Les entrées du Pokédex de Kirlia mentionnent sa capacité à ressentir le bonheur et à l'amplifier grâce à une danse gracieuse. Et ensuite, nous arrivons à Gardevoir, le sommet de cette lignée et un Pokémon d'un altruisme inégalé. Les entrées du Pokédex insistent sur sa loyauté farouche, décrivant sa volonté de protéger son dresseur à tout prix, même si cela signifie créer un trou noir pour éliminer les menaces. Oui, Gardevoir ira jusqu'à plier les lois de la physique pour te protéger. Bien que son dévouement inébranlable puisse être dangereux entre de mauvaises mains, ses intentions sont pures, ce qui en fait l'un des Pokémon les plus vertueux qui existent. Mais maintenant, nous arrivons à l'arbitre cosmique Rayquaza.
Rayquaza, c'est en gros la version du monde Pokémon de Maman descend pour arrêter la bagarre. Pendant que Kyogre et Groudon sont occupés à dévaster la planète avec des inondations et de la lave, Rayquaza descend simplement de la couche d'ozone et les fait arrêter comme le médiateur ultime. Ses entrées dans le Pokédex mettent en avant son vol éternel à travers les cieux, où il grignote des météorites et évite les querelles futiles de la surface. Jusqu'à ce qu'ils doivent intervenir et tout arranger, bien sûr. Rayquaza n'est pas seulement puissant, c'est le plus puissant. Sa méga évolution n'a pas seulement l'air impressionnante, elle possède le pouvoir d'annuler les conditions météorologiques extrêmes, mettant fin à tout le chaos causé par Primo Kyogre et Groudon. Et il ne se bat pas juste pour s'amuser, il combat pour rétablir l'ordre et il gagne à chaque fois. Dans Destiny Deoxys, Rayquaza prouve qu'il ne se contente pas de séparer les combats entre la Terre et la mer. Il défend aussi son territoire dans le ciel. Que ce soit pour arrêter une crise planétaire ou donner une leçon à Deoxys, Rayquaza était la définition même de « ne t'avise pas de m'embêter ». On sait que vous aimez tous Gobu, alors parlons de la lignée de Lagron. Et si vous n'aimez pas Gobu, êtes-vous seulement capable de ressentir de la joie? Ce petit gars crée des liens avec les dresseurs plus vite que vous ne pouvez dire Pokémon de départ. Et il a un don pour ressentir son environnement afin de garder tout le monde en sécurité. Flobio suit le mouvement, restant amical et fiable, même en devenant plus compétent aussi bien dans l'eau que sur la terre ferme. Et puis il y a Lagron, qui est essentiellement le Superman des Pokémon aquatiques. Ses entrées dans le Pokédex le décrivent comme un protecteur loyal, utilisant sa force incroyable et sa vigilance pour protéger les autres du danger. Qu'il s'agisse de détecter les tempêtes avec ses nageoires ou de dégager les débris après des catastrophes naturelles, c'est bien plus qu'un simple Pokémon. C'est à la fois un sauveteur, une équipe de construction et un prévisionniste météo. Parlons maintenant de la douce et vaporeuse lignée d'Altaria. Tilton est sans doute l'un des Pokémon les plus inoffensifs qui existent. Il utilise ses ailes semblables à des nuages pour nettoyer les objets sales, car il ne supporte pas le désordre. En gros, c'est un maniaque de la propreté avec des plumes. Le seul danger que Tilton représente, c'est de vous faire culpabiliser au point de vous pousser à ranger votre chambre, ce dont, soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous ont sûrement besoin. Il n'est que duveteux et inoffensif, ce qui en fait un Pokémon très pur. Et puis arrive Altaria. Et honnêtement, il est tout aussi sain, voire encore plus. Il ne se contente pas de voler majestueusement, il chante en même temps, apaisant les cœurs et créant une atmosphère calme et paisible. C'est comme le thérapeute personnel du monde des Pokémon. Sauf qu'il est aussi d'une loyauté féroce et qu'il te protégera de toute la force de son corps très duveteux. Ensuite, nous avons Lufdisc. Le Pokémon Rendez-vous est l'une des créatures nomades les plus paisibles du monde des Pokémon. Son corps en forme de cœur et les entrées du Pokédex suggèrent qu'il apporte du bonheur au couple et répand de l'énergie positive partout où il va. Il s'épanouit dans les eaux tranquilles, incarnant l'amour et la sérénité. Lufdisc n'a aucune capacité offensive à proprement parler et il ne montre aucune tendance agressive. Son rôle dans le monde des Pokémon est purement symbolique, agissant comme un messager de l'amour et de l'harmonie. Ensuite, nous avons la lignée de Milobellus. La lignée de Milobellus commence avec Barpo, un petit Pokémon de type eau souvent moqué pour son apparence négligée et sa nature apparemment inutile. Ses entrées dans le Pokédex mettent en avant sa capacité à survivre même dans les eaux les plus hostiles, prospérant là où d'autres Pokémon échouent. Barpo n'est ni tape à l'œil ni agressif, il est simplement là, se débattant discrètement et faisant de son mieux. Lorsqu'il évolue en Milobellus, la transformation est tout simplement à couper le souffle. Milobellus est connu comme le Pokémon apaisant et il est vénéré pour sa capacité à calmer les conflits et apaiser la colère grâce à sa présence sereine. Les entrées du Pokédex mettent en avant les pouvoirs apaisants de Milobellus, capable de pacifier même les émotions les plus hostiles. Malgré sa grande beauté et sa force, Milobellus ne se vante pas de ses capacités. Il les utilise pour apporter la paix et l'équilibre, incarnant l'élégance, la gentillesse et la retenue. Parlons de Pozipi et Negapi. Pozipi était l'ami qui applaudira pour toi, même si tu as simplement réussi à verser les céréales correctement. Cette petite pom-pom girl électrise la joie quand tout va bien, que ce soit lors d'un combat ou simplement parce qu'elle est ravie de te voir. Negapi, en revanche, est le Pokémon de soutien émotionnel dont tu ne savais pas que tu avais besoin. Il est là pour te soutenir quand tu es au plus bas, même si cela signifie encaisser des coups à ta place. Ensemble, ils sont un discours de motivation ambulant alimenté par l'électricité. Leurs bonnes intentions sont indéniables, mais ne négligeons pas leur enthousiasme débordant d'étincelles. Leur habitude de libérer de l'électricité quand ils sont heureux est adorable, jusqu'à ce que les appareils électroniques de quelqu'un tombent en panne. Parlons maintenant de la lignée de Blaziken. Torchic commence avec ses adorables airs de poussin, donnant l'impression qu'il pourrait soit mettre le feu à votre maison, soit se blottir sur vos genoux, et d'une manière ou d'une autre, vous seriez quand même heureux. Torchic se distingue par sa personnalité joyeuse et son lien fort avec les dresseurs. Quand il évolue en Combusken, le stade intermédiaire flamboyant, il commence à montrer ses talents de combattant, et une fois arrivé à Blaziken, on a affaire à un véritable guerrier.
Selon les entrées du Pokédex, Blaziken incarne l'esprit d'un noble artiste martial. Ses flammes brûlent ainsi plus intensément lorsque ses adversaires sont coriaces, symbolisant son engagement envers un combat juste et honorable. Bien que Blaziken soit connu pour sa force et son agilité incroyable, ce n'est pas un combattant imprudent. Il se bat avec détermination et discipline sans jamais paraître inutilement brutal ou sadique. La lignée reçoit des points bonus pour ses relations étroites avec les humains, agissant souvent comme un protecteur pour ses dresseurs. Le Brazzegali de Mei dans l'anime est un excellent exemple des qualités positives de cette lignée. Arrivant en rythme comme un défi de danse TikTok, voici la lignée Ludicolo. Nenupio est ici l'image même de l'innocence, un nénuphar flottant qui sert aussi de taxi aquatique pour les Pokémon plus petits. Ce petit gars veut juste profiter de son étang et aider où il peut, ce qui en fait l'un des Pokémon les plus décontractés qui soient. Puis vient l'ombre, le farceur classique. Ce gars-là, trouve hilarant de faire peur aux humains et de leur piquer des encas. Mais ensuite, il évolue en Ludicolo, le Pokémon de la fête. S'il avait un curriculum vitae machine à ambiance certifiée, serait tout en haut de la liste. Son entrée dans le Pokédex montre clairement que ce Pokémon s'épanouit grâce à la joie, à la musique et à transformer chaque instant en fête. Ce n'est pas seulement amusant, c'est contagieux. Même s'il ne sauve pas le monde, son bonheur contagieux en fait un Pokémon que vous voulez avoir à vos côtés quand la vie devient difficile. Dans Détective Pikachu, Ludicolo fait une apparition en tant que barista, servant du café avec une énergie qui privilégie l'ambiance à l'efficacité. Ensuite, nous avons Shimeko. Le Pokémon Vent Clarté est aussi doux et paisible que son apparence le laisse supposer. Les entrées du Pokédex mettent en avant sa capacité à produire des sons apaisants en faisant vibrer son corps, calmant souvent ceux qui l'entourent. Il utilise sa queue pour ramasser de la nourriture et parfois transporter des objets, mais il est loin d'être agressif. Shimecho est un Pokémon serein qui privilégie l'harmonie et la tranquillité plutôt que le conflit. Le prochain à faire son entrée est Tropius. Tropius est un Pokémon de type plante et vol au grand cœur, doté de l'un des traits les plus bienveillants du monde des Pokémon. Il fait pousser des fruits sur son cou pour les partager avec les autres. Les entrées du Pokédex soulignent à quel point il aime grignoter ses propres fruits et il est souvent entouré de Pokémon et d'humains, tous attirés par ses délicieuses offrandes. Ensuite, modalité, nous avons Vulbite et Illumise. Illumise n'est pas seulement un Pokémon, c'est une perfectionniste lumineuse. Ce Pokémon Luciole passe ses nuits à chorégraphier des motifs lumineux dans le ciel, comme s'il passait une audition pour rejoindre une troupe de danse aérienne. Pendant ce temps, Volbeat est le danseur de soutien dévoué, suivant le rythme d'Illumise avec une perfection infatigable. Ensemble, ils créent de la beauté à partir de rien d'autre que de la lumière et de leurs efforts, ce qui est à la fois touchant et un peu tape à l'œil. Mais parlons de la lignée de Yunko. Arco, le point de départ de cette lignée, se distingue par son calme et son courage, affrontant souvent ses adversaires du regard sans jamais broncher. Même Masco, le stade intermédiaire, ajoute à cette lignée noble grâce à ses compétences acrobatiques et sa concentration aiguisée. La lignée de Yunko ne fait pas que vivre dans la forêt, c'est en quelque sorte le président du syndicat des propriétaires de la forêt, veillant à ce que tout soit parfaitement en ordre. Avec ses feuilles en forme de lame et sa silhouette athlétique, Yunko ne se contente pas d'avoir l'air capable d'abattre un arbre, il veille activement à ce que les arbres qu'il protège prospèrent sous sa surveillance. Cet esprit d'éco-guerrier lui vaut beaucoup de points, surtout lorsqu'on sous-entend que Yunko prend ses responsabilités très au sérieux, protégeant souvent les petits Pokémon et maintenant l'équilibre de son territoire. Arrive ensuite la lignée de Libégon, en commençant par Kraknoa, un Pokémon de type sol qui passe le début de sa vie à creuser des pièges dans le sable du désert pour attraper ses proies. Lorsqu'il évolue en Vibranymphe, les choses prennent une tournure plus gracieuse. Il gagne des ailes et une nouvelle capacité à émettre des ondes ultrasoniques, mais il commence vraiment à briller lorsqu'il évolue en Libégon. Connu comme l'esprit du désert, Libégon prend toute cette énergie de survie et la canalise pour devenir un gardien serein et noble. Qu'il s'agisse de planer à travers les tempêtes de sable ou de protéger son territoire, Libégon apporte de l'élégance au monde des Pokémon. Mais passons maintenant à Celeroc et Solrock. Ce sont des Pokémon de type roche et psy aux origines célestes, que l'on dit venus sur Terre par des météorites. Celeroc est lié à la Lune et dégage une énergie apaisante, tandis que Solrock incarne le soleil avec sa chaleur vivifiante. Les deux Pokémon sont connus pour leur présence sereine et énigmatique, les entrées du Pokédex les décrivant comme des créatures paisibles qui émettent une énergie psychique pour influencer leur environnement. Aucun d'eux n'est agressif, ils se défendent ainsi que leur territoire lorsque c'est nécessaire, mais ne montrent aucun signe de cruauté ou de malveillance. Le duo Lunatone et Solrock incarnent l'équilibre et l'harmonie, ce qui en fait des Pokémon très paisibles et nobles. Passons à notre prochain Pokémon sans aucune mauvaise onde, Azurill. C'est l'équivalent Pokémon du soleil dans un tout petit paquet rebondissant.
Ses entrées dans le Pokédex mettent en avant sa nature enjouée, utilisant sa queue remplie d'eau comme un bâton sauteur pour se déplacer. Il ne se bat pas, il ne cause pas de problème, il existe juste pour répandre la joie et peut-être faire tomber une ou deux lampes en rebondissant partout. Passons à Ok. Un Pokémon qui ne se soucie pas de la négativité, il est trop occupé à profiter de la vie. Ses entrées dans le Pokédex mettent en avant son amour pour les activités de groupe, ce qui en fait de l'âme de la fête. Ce qui nous amène à la lignée de Charmina, en commençant par Meditika, un type combat et psy qui consacre sa vie à un entraînement rigoureux et à la méditation. Selon ses entrées dans le Pokédex, Meditika survit avec très peu de nourriture et d'eau, affinant son corps et son esprit pour atteindre la perfection, faisant preuve d'une grande discipline et d'une grande maîtrise de soi. Lorsqu'il évolue en Charmina, ses pouvoirs psychiques et ses capacités en arts martiaux atteignent leur apogée. Charmina est décrit comme utilisant ses sens développés pour prédire les mouvements de son adversaire, ce qui le rend redoutable en combat. Arrivant dans le classement avec assez de force pour couler un bateau, voici la lignée de Wailord. Wailmer est en gros le pitre de l'océan. Ses entrées dans le Pokédex montrent clairement qu'il vit pour s'amuser, rebondissant et projetant de l'eau comme s'il passait une audition pour un cirque aquatique. Et puis il y a Wailord, la définition même du géant doux. Bien qu'il soit de la taille d'une petite style, Wailord est étonnamment insouciant et paisible. Il veut juste flotter à travers l'océan et parfois bondir hors de l'eau comme une comète en forme de baleine. Ensuite, il y a la lignée de Delkitty. Skitty ouvre le bal en tant que boule de poil chaotique qui adore poursuivre tout ce qui bouge, y compris sa propre queue. C'est le genre de Pokémon qui pourrait renverser tout le comptoir de ta cuisine et tu ne pourrais même pas lui en vouloir. Quand il évolue en Delkitty, il devient l'incarnation même du détachement. Ce Pokémon vit sa vie selon ses propres règles, évitant les conflits comme s'il y était allergique. Ses entrées dans le Pokédex mettent en avant sa nature vagabonde, refusant de se poser ou de se battre, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. C'est en gros l'incarnation du pas de drame dans le monde des Pokémon. Dans l'animé, ces Pokémon sont représentés comme des compagnons joueurs et charmants, en particulier le Skitty de Maze. Mais parlons de quelques Pokémon anciens avec le trio Régi. Le trio Régi, Régistyle, Régis et Régirock, a été créé par Régigigas pour incarner l'acier, la glace et la roche, ce qui en fait en quelque sorte les Avengers préhistoriques. Ils ne cherchent pas à faire de mal à qui que ce soit, mais si vous les réveillez de leur sommeil ancestral, ne vous attendez pas à un accueil chaleureux. Rogistale, c'est comme une énigme scientifique ambulante. Son corps métallique est plus dur que tout ce que l'homme connaît, et ses entrées dans le Pokédex mentionnent tranquillement qu'il ne vient peut-être même pas de la Terre. Il est pratiquement indestructible et vaguement inquiétant. Régis est composé de glace qui ne fond jamais, et c'est plus un glacier ancien qu'un Pokémon. Il ne cherche pas la bagarre, mais quand ça arrive, c'est comme affronter un iceberg doté de conscience. Et puis il y a Regirock, le réparateur de la Terre. S'il est endommagé, il trouve simplement quelques pierres de rechange et se répare tout seul. C'est un rocher rancunier si tu t'avises de profaner ses chambres sacrées. Le trio des Régis est là pour protéger des secrets anciens et avoir l'air intimidant en le faisant. La leçon ultime pour ne pas réveiller le géant qui dort. Arrivant avec grâce, voici la lignée de Mascadra. Arachdo passe ses journées à patiner sur les étangs et à sécréter un sirop sucré, ce qui le rend plus charmant que menaçant. Lorsqu'il évolue en Mascadra, il échange son patinage sur l'eau contre le vol et arbore des motifs spectaculaires en forme d'yeux pour effrayer les prédateurs, même s'il reste une créature douce qui évite les conflits. Notre prochain candidat est un mélange de beauté et d'épines, Roselia. Roselia ressemble à un petit bouquet paisible, mais n'oubliez pas les épines. Le doux parfum de ce Pokémon peut vous apaiser, mais si vous l'énervez, ces roses contiennent assez de poison pour gâcher votre journée. Il ne cherche pas la bagarre, mais Roselia est le signe d'avertissement le plus amical que vous rencontrerez jamais. Cela dit, il passe la plupart de son temps à se détendre au soleil, gardant ses fleurs éclatantes et vibrantes, ce qui est plutôt sain. Arrive ensuite en zigzagant la lignée de Linéon. Zigzaton est l'équivalent Pokémon d'un raton laveur qui cache une réserve de sucre. Hyperactif, curieux et beaucoup trop intéressé par les affaires des autres. Il fourre son nez partout, mais pas du genre à voler votre portefeuille, plutôt du genre à se demander « à quoi sert ce bouton ?» Une fois qu'il évolue en Linéon, les choses deviennent hilarantes et chaotiques. Ce Pokémon est au fait pour la vitesse, mais il tourne comme une brique, ce qui fait que son seul crime est d'écraser accidentellement beaucoup de petits du buisson. Malgré sa tendance à avoir des accidents, Linéon est un Pokémon loyal et bien intentionné, avec un talent particulier pour foncer tout droit dans un mur. Ensuite, nous avons Relicanth. Le Pokémon longévité est l'une des créatures les plus calmes et les plus anciennes du monde Pokémon. Les entrées du Pokédex mettent en avant son existence paisible, passant sa vie au fond de l'océan tout en évitant les conflits. C'est un Pokémon qui prospère grâce à la stabilité, non à la violence, ce qui en fait un Pokémon moralement bon. Vient ensuite la lignée de Breloom. En commençant par Balignon, ce type plante est le recycleur ultime de la forêt, grignotant joyeusement les feuilles en décomposition.
Bien que ses habitudes alimentaires soient excellentes pour l'environnement, Balignon n'est pas que soleil et photosynthèse. Ses entrées dans le Pokédex mettent en avant sa nature défensive lorsqu'il se sent menacé. Il libère des nuages de spores de toxiques, ce qui permet de chasser efficacement tous les agresseurs potentiels de la pièce. Breloom est un combattant habile, connu pour ses bras extensibles et sa capacité à donner des coups de poing puissants. Malgré sa nouvelle puissance au combat, il reste plus protecteur qu'agressif. Il se concentre principalement sur la défense de lui-même et de son territoire plutôt que de chercher le conflit. Arrivent ensuite en volant, avec deux personnalités très différentes, les lignées de Beautifly et de Dustogs. Shenipot, que son petit cœur de chenille soit béni, commence comme une petite masse mangeuse de feuilles sans aucune ambition autre que de ne pas se faire écraser. Puis l'évolution lui fait tourner la roue du destin. S'il devient Blind Alice, vous obtenez Charmillon, le papillon parfait façon Pinterest qui, en secret, mène une double vie de prédateur. D'un autre côté, si Shenipot évolue en Armulis, vous obtenez Papinox, un Pokémon nocturne ressemblant à un papillon de nuit, bien moins glamour mais tout aussi incompris. Papinox est attiré par les lumières vives, un peu comme un insecte fêtard, et ses entrées dans le Pokédex le décrivent comme laissant des écailles toxiques partout où il vole. Maz Charmillon brillait dans les concours Pokémon rayonnant de loyauté et de grâce. Pendant ce temps, le Papinox de Jessie a connu une touchante rédemption, prouvant que même les moins glamour méritent d'être aimés. Passons maintenant à la lignée de Manectric. Commençons par Dynavolt, un petit Pokémon de type électrique mais plein d'énergie. Il est connu pour stocker de l'électricité statique dans sa fourrure, qu'il libère pour se défendre. Bien qu'il ne soit pas agressif par nature, ses décharges électriques peuvent provoquer un certain chaos s'il est surpris. Manectric est une véritable centrale d'énergie électrique, et le Pokédex dit qu'il crée des orages en courant, ce qui est à la fois impressionnant et potentiellement dangereux. Son instinct territorial signifie qu'il protège farouchement son domaine, mais il ne cherche pas à nuire aux autres. Ensuite, il y a la lignée de Morpheo. Ce Pokémon météo s'adapte à son environnement en transformant son apparence et ses capacités selon le temps qu'il fait. Les entrées du Pokédex mettent en avant sa résilience sous le soleil, la pluie ou la neige pour changer de forme, montrant ainsi son lien étroit avec la nature. Dans l'anime, il est montré comme joyeux et serviable, aidant souvent des chercheurs comme ceux de l'épisode des amis sous un temps capricieux. Il est représenté comme joueur et amical, incarnant parfaitement son rôle de compagnon météorologique plein de fantaisie. Ensuite, à la roche qui ne roule pas, Nosepass. Nosepass porte l'entêtement à un tout autre niveau. Il est littéralement bloqué magnétiquement sur place, toujours tourné vers le nord. Ce Pokémon ne va nulle part, mais il n'en a pas besoin. Son entrée dans le Pokédex le décrit comme un gardien stoïque, lançant des rochers magnétiques sur tout ce qui envahit son territoire, dégageant une forte énergie du genre « restez loin de chez moi ». Passons à la lignée de Hariyama. Makuita donne le ton avec son esprit de battant, encaissant tous les coups que la vie lui réserve et en redemandant. Son entrée dans le Pokédex le décrit comme un petit combattant infatigable qui transforme la douleur en progrès. Et puis il y a le doux géant Hariyama. En supposant que votre définition de doux inclut le fait d'envoyer des camions en orbite. Sa force brute n'est pas une blague, mais il manie sa puissance avec une retenue surprenante. Bien qu'il exploite la puissance de Rick James, de Dave Chappelle et de Power Slap, de Dana White, son amour pour les arts martiaux le garde concentré, faisant de lui moins un destructeur qu'un protecteur discipliné. Une autre entrée ancienne, nous avons la lignée de Claydol. En commençant par Baltoy, un petit type sol et psy qui flotte sereinement à travers la vie. Selon ses entrées dans le Pokédex, Baltoy a été créé à partir de figurines d'argile anciennes animées par une énergie mystérieuse, et il se déplace en tournant comme une toupie. Bien qu'il soit paisible et discret, il est aussi profondément lié à ses origines, souvent trouvé dans des ruines où il existe tranquillement sans causer beaucoup de tort. Lorsqu'il évolue en Kaorin, sa présence devient plus imposante, mais son comportement reste énigmatique. Les entrées du Pokédex décrivent Kaorin comme un gardien des ruines anciennes, capable de tirer de puissants rayons d'énergie depuis ses multiples yeux. Bien que ses capacités puissent être destructrices, Kaorin est avant tout protecteur, utilisant ses pouvoirs pour protéger son territoire et maintenir l'équilibre. Arrivant tel le livreur Amazon Prime du monde Pokémon, voici Bekipan. Goélise ouvre le bal en tant que mouette que vous aimeriez regarder planer dans le ciel jusqu'à ce qu'elle fonde sur vous pour vous voler votre déjeuner. Son entrée dans le Pokédex met en avant son amour pour transporter des objets brillants dans son bec, ce qui semble mignon jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle les emprunte probablement à des dresseurs sans méfiance. Ensuite, il y a Bekipan, le multitâche ultime. Avec un bec qui fait office à la fois de filet de pêche, de compartiment de rangement et parfois de service de taxi pour les Pokémon plus petits, il vit le rêve du transport efficace. Ses entrées dans le Pokédex sont majoritairement positives, mettant en avant son côté serviable, mais il y a une petite nuance liée à ses tendances de charognard. Notre prochaine place revient à la lignée de Gros Ray. Spank est peut-être l'un des Pokémon les plus tragiquement excentriques jamais créés.
Ses entrées dans le Pokédex mentionnent avec désinvolture que son cœur s'arrête s'il cesse de sautiller, ce qui est à la fois terrifiant et plutôt absurde. Imaginez essayer de faire une sieste alors que le prix du repos, c'est toute votre existence. Groré, en revanche, échange les sauts contre la danse, parce que pourquoi pas? Ses mouvements hypnotiques lui permettent de manipuler les autres, mais Grorette ne semble pas utiliser ses pouvoirs à des fins maléfiques. C'est plutôt un artiste de performance psychique qui effraie les gens sans le vouloir. Ensuite vient Kecleon. Le Pokémon aux couleurs changeantes est surtout connu pour sa capacité à se camoufler presque parfaitement dans son environnement, ne laissant visible que sa bande en zigzag caractéristique. Les entrées du Pokédex le décrivent comme très adaptable et ingénieux, utilisant ses pouvoirs de caméléon pour éviter d'être repéré et s'approcher furtivement de ses proies. Et la lignée de Cradley arrive ensuite, qui commence avec Lilip, un Pokémon fossile de type roche-plante, ressuscité des temps anciens. Les entrées du Pokédex le décrivent comme un prédateur patient et stratégique, utilisant ses tentacules pour attirer ses proies, tout en se camouflant en algues afin d'éviter d'être repéré. Bien que ces techniques de chasse puissent sembler prédatrices, il ne fait que suivre l'ordre naturel de la survie dans un monde préhistorique. Lorsqu'il évolue en Cradley, il devient un chasseur encore plus efficace. Il utilise ses tentacules enracinés pour piéger et consommer ses proies, et ses entrées dans le Pokédex indiquent qu'il peut se déplacer lentement malgré son apparence végétale. Et maintenant que nous avons terminé notre bonne section, il est temps de passer à un terrain plus neutre. Ces Pokémon de la 3e génération se situent dans une zone grise morale, et la prochaine à faire son entrée en criant est la lignée de X-Blood. Chuchmur commence comme un petit Pokémon timide qui semble inoffensif jusqu'à ce qu'il crie. Ses entrées dans le Pokédex mentionnent que ses cris sont assez puissants pour causer une douleur physique réelle. Et puis il y a Ramboom qui pousse le volume à fond et piétine partout comme s'il passait à une audition pour un film de monstre. Ce Pokémon ne fait pas dans la subtilité. Il hurle, il piétine et il traite pratiquement chaque conversation comme une compétition de cris. Brouhabam pousse les choses à l'extrême en devenant un véritable mégaphone vivant de destruction. Et ses entrées dans le Pokédex le décrivent comme produisant des ondes sonores si puissantes qu'elles peuvent démolir des bâtiments. Ensuite, il y a la lignée d'Armaldo. On commence avec Anorith, un type roche et insecte ramené à la vie à partir d'un fossile. Il est décrit dans ses entrées du Pokédex comme un nageur féroce doté de griffes acérées utilisées pour attraper ses proies. Lorsqu'il évolue en Armaldo, il devient un véritable tank ambulant. Le Pokédex met en avant ses puissantes griffes capables de briser des armures, ainsi que sa capacité à se battre aussi bien sur Terre que dans l'eau. Arrivant en force à notre prochaine place avec assez de puissance pour raser une montagne, voici la lignée d'Agron. Aéron commence les choses en tant qu'amateur de ferraille. Il adore grignoter de l'acier abandonné, ce qui est excellent pour le recyclage, mais j'imagine que c'est moins bien si vous avez garé votre voiture trop près. Lorsqu'il évolue en Liron, son appétit pour le métal grandit, tout comme sa puissance. Il devient territorial, revendiquant des montagnes et les défendant farouchement. Bien que cela puisse entraîner des conflits, il ne fait que protéger son territoire. Et enfin, il y a Agron, le gardien blindé. Le Pokédex met en avant son rôle de protecteur de son territoire montagneux. Il répare les dégâts environnementaux, replante des arbres et maintient l'équilibre dans son domaine. Cependant, sa loyauté farouche envers son territoire peut le transformer en une force très destructrice lorsque quelqu'un s'aventure sur ses terres. Ensuite, il y a la lignée de Barbicha. Notre Barloche est tellement détendu qu'il fait pratiquement partie du lit de la rivière. Il passe ses journées à se cacher dans la boue, suffisamment visqueux pour éviter les prédateurs et assez paresseux pour éviter les ennuis. Ensuite, il y a Barbicha. Ce poisson-chat géant a la réputation de provoquer des tremblements de terre, non pas parce qu'il est en colère, mais simplement parce qu'il le peut. Et ses entrées dans le Pokédex ressemblent à une étiquette d'avertissement pour une catastrophe naturelle. Territorial, imprévisible et toujours prêt à tout bouleverser. Tapis dans l'ombre de notre prochain endroit se trouve la lignée de Midiana. Poochyena est le chiot fauteur de troubles par excellence. Il mord d'abord et ne pose jamais de questions. Ses entrées dans le Pokédex le décrivent comme rongeant tout ce qui bouge, ce qui pourrait être mignon si cela ne ressemblait pas à un film d'horreur canin. Lorsqu'il évolue en Graiena, il devient un Pokémon loyal avec de forts instincts de meute, ce qui lui vaut des points pour son sens de la camaraderie et de la dévotion. Cela dit, il y a un côté plus sombre à cette loyauté. Graiena est souvent utilisé par des organisations criminelles comme la Team Magma et la Team Aqua dans les jeux et l'anime. Bien que nous ne puissions pas entièrement blâmer l'espèce, son association constante avec des individus mal intentionnés suggère que sa présence intimidante et ses tendances agressives en font un partenaire attrayant pour des personnes aux intentions peu nobles. Cela dit, la loyauté de Graiena est sans égale lorsqu'il a un dresseur digne de confiance. Ensuite, nous avons la royauté des paresseux, la lignée de Monaflémite. Parécool commence fort en faisant paraître votre dimanche le plus paresseux comme une séance de crossfit. Ce Pokémon ne bouge que lorsqu'il y est absolument obligé et passe la majeure partie de sa vie à faire la sieste dans les arbres. Vigoroth, c'est là que tout déraille. Il passe de ne rien faire à tout faire en même temps.
Ce paquet d'énergie hyperactif ne peut pas rester en place et a le don de semer le trouble rien qu'en existant. Et puis il y a Monaflémite qui pourrait tout aussi bien être un boss final dans une pub pour boissons énergisantes. Il a la force d'aplatir des forêts et l'apathie de laisser ces forêts brûler si cela lui évite de faire le moindre effort. Il ne cherche pas vraiment à faire du mal, mais quand il décide de bouger, c'est comme un train de marchandises qui a oublié de freiner. Ensuite, on te lie à la lignée Swalette. Gulpin est un petit type poison qui mange tout ce qu'il peut mettre dans sa bouche et beaucoup de choses qu'il ne devrait probablement pas. Son appétit est plus comique que dangereux, mais son absence de limite en fait un véritable danger ambulant. Lorsqu'il évolue en Swalette, cet appétit atteint des niveaux alarmants, puisqu'il est capable d'avaler des objets aussi gros que lui. Il est décontracté, mais son corps toxique et sa consommation sans fin le rendent un peu risqué à côtoyer. Arrivant ensuite par téléportation, voici Deoxys. Deoxys n'est pas un Pokémon légendaire comme les autres. C'est littéralement un virus spatial mutant qui n'a pas été frappé par un laser et a décidé de devenir conscient. Ses entrées dans le Pokédex le décrivent comme adaptable, mais soyons honnêtes. C'est plutôt terriblement imprévisible. Il peut changer de forme selon son humeur, que ce soit pour devenir un démon de vitesse, un tank ou une boule de démolition avec des bras. Ce n'est pas malveillant, mais il n'essaie clairement pas de se faire des amis non plus. La plupart des histoires autour de Deoxys tournent autour de sa nature extraterrestre et de son besoin de se protéger. Il ne cherche pas la bagarre pour s'amuser. Il est simplement extrêmement territorial et n'aime pas être dérangé par des humains curieux. Dans Destinée Deoxys, on découvre que tout son chaos n'était qu'un malentendu. Il n'envahissait pas la Terre, il cherchait simplement son noyau manquant. Ce qui en fait moins un seigneur extraterrestre et davantage un extraterrestre perdu avec des problèmes de colère. La puissance immense de Deoxys et son caractère indéchiffrable le rendent moralement neutre. Il n'est pas maléfique, mais vous ne voudriez probablement pas entrer accidentellement dans son espace personnel. Passons maintenant à la lignée de Shiftry. Granipio aime simplement s'accrocher aux arbres et se fondre si bien dans le décor qu'il pourrait tout aussi bien être invisible. Pifeuille abandonne complètement ce comportement discret et se transforme en farceur avec une flûte en feuilles. Et ensuite, il évolue en Shiftry, l'ancien sage mais terrifiant de la forêt. Ce Pokémon ne fait pas que protéger son territoire, il juge quiconque ose y pénétrer. Son entrée dans le Pokédex suggère qu'il a un code moral, mais il est un peu trop prompt à déclencher des vents destructeurs s'il se sent irrespecté. Passons à Ténéfix. Ce Pokémon de type spectre et ténèbres est connu pour vivre dans des grottes et se nourrir de pierres précieuses, qu'il accumule dans sa tanière. Ses entrées dans le Pokédex mettent en avant son comportement sournois et farceur, avec ses yeux brillants conçus pour déstabiliser quiconque ose pénétrer dans son domaine. Et même s'il ne cherche pas forcément à blesser les autres, son comportement laisse penser qu'il aime provoquer un certain malaise juste pour s'amuser. Et si l'on en croit les entrées du Pokédex, les yeux hypnotiques de Sableye peuvent manipuler ses proies pour qu'elles lui remettent tout ce qu'il désire. Déferlant sur notre prochaine place, tel un raz-de-marée vivant, voici Kyogre. L'un des Pokémon légendaires les plus anciens et les plus vénérés, incarnant les océans eux-mêmes. Selon la légende Pokémon, Kyogre a été créé par la nature comme une force primordiale pour étendre les mers. Dans les temps anciens, l'immense pouvoir de Kyogre était à la fois craint et vénéré, car on lui attribuait la création des océans qui ont donné vie à une grande partie de l'écosystème de la planète. Cela dit, cette immense capacité a eu des conséquences catastrophiques, car ses efforts pour étendre les mers ont provoqué des inondations massives qui menaçaient à la fois les Pokémon et les humains. Sa légende est profondément liée à sa rivalité avec Groudon. Dans les mythes anciens, les deux Pokémon primordiaux se sont affrontés à plusieurs reprises, leurs objectifs opposés d'étendre la mer et la terre, plongeant le monde dans le chaos. Ces combats étaient si destructeurs qu'on disait qu'ils avaient failli déchirer la planète. Et la seule chose capable d'arrêter leur querelle destructrice était Rayquaza, qui est descendu du ciel pour apaiser leur fureur. De nos jours, Kyogre repose au fond de l'océan et ne se réveille que lorsqu'il est dérangé. Son comportement calme et majestueux masque la puissance brute qu'il détient. Et bien qu'il n'agisse pas par malveillance, ses instincts à étendre la mer peuvent provoquer des dévastations à grande échelle. Lorsqu'il entre dans sa forme de réversion primale, la puissance de Kyogre augmente de façon exponentielle, lui permettant d'invoquer des pluies torrentielles capables d'engloutir des continents entiers. Dans Pokémon Emeraude, le joueur est témoin des conséquences désastreuses du réveil de Kyogre, alors que le monde est englouti sous une pluie sans fin. Cette histoire consolide Kyogre comme une figure de la puissance brute et différente de la nature, ni bonne ni mauvaise, mais purement primale. Dans l'anime, comme dans l'épisode Al Paramiso Dese Morainoi Panduzon à la poursuite de Groudon, Kyogre est représenté comme majestueux mais dangereux, reflétant son double rôle de donneur de vie et de porteur de destruction. Maintenant, Groudon fait son entrée dans le classement avec une autorité sismique. Groudon, le Pokémon continent, est le pendant terrestre de Kyogre et l'incarnation même de la Terre.
Groudon a été créé comme une force primordiale pour étendre la Terre, élevant des continents et des montagnes depuis la mer. Il était à la fois craint et vénéré dans les temps anciens comme un être d'une puissance immense, capable de remodeler la planète selon sa volonté. Bien que la création de Terre par Groudon ait été essentielle à la prospérité de la vie sur Terre, ces méthodes étaient tout sauf subtiles, impliquant souvent des éruptions volcaniques et des sécheresses intenses qui pouvaient dévaster des écosystèmes entiers. La rivalité de Groudon avec Kyogre est une pierre angulaire de sa légende. Alors que Kyogre cherchait à étendre les océans, Groudon s'efforçait d'agrandir les terres, ce qui menait à des affrontements catastrophiques entre les deux. Ces affrontements, alimentés par leurs instincts primaires, auraient plongé le monde dans le chaos et l'équilibre entre la mer et la terre a été poussé à ses limites. Ce n'est que lorsque Rayquaza est intervenu que le monde a été sauvé de leur querelle destructrice. Contrairement à Kyogre, qui est souvent représenté comme calme et majestueux, la représentation de Groudon penche davantage vers l'agressivité et la confrontation. Il est prompt à combattre tout ce qui menace son territoire et utilise sa force immense pour affirmer sa domination. Lorsque Groudon entre dans sa forme de réversion primale, il acquiert la capacité d'invoquer une lumière solaire brûlante et de créer de la Terre à un rythme accéléré, amplifiant encore davantage ses tendances déjà destructrices. Dans Pokémon Émeraude, l'éveil de Groudon provoque des sécheresses incessantes, illustrant les conséquences catastrophiques de ses instincts primaires. Vient ensuite la lignée de Munja, en commençant par Nincale, un petit insecte de type insecte et sol discret qui passe ses journées à creuser sous terre et à survivre grâce aux racines des arbres. Ensuite, il y a Ninjask, le Pokémon ultra rapide qui se déplace si vite qu'il n'est plus qu'une silhouette floue. Ses entrées dans le Pokédex affirment que son bourdonnement peut rendre les gens fous. Ce qui ne veut pas dire qu'il est maléfique, mais il est probablement interdit dans les bibliothèques. Et ensuite, nous avons Munja, cette carapace étrange de Pokémon et ce qui reste après l'évolution. Mais d'une certaine manière, il est vivant, plus ou moins. Ses entrées dans le Pokédex vous avertissent de ne pas regarder dans le trou sur son dos, à moins que vous soyez prêt à perdre votre âme. Vous savez, rien de bien grave. Passons à la lignée de Camerupt. Chamallow peut être décrit comme une sieste ambulante. Ce Pokémon est tellement insouciant qu'il ne remarque même pas quand il souffre. Une caractéristique à la fois adorable et un peu inquiétante. Et puis il y a Camerupt, un Pokémon avec toute la subtilité d'un volcan en activité. Ses entrées dans le Pokédex sont claires, ne l'énervez pas, à moins que vous ne vouliez une éruption improvisée. Il n'attaque pas par méchanceté, mais quand cette bête ardente se met en colère, des champs entiers d'herbes finissent en cendres. Ensuite, nous avons la lignée de Métalos. Terral ouvre le bal en tant qu'aimant glorifié qui flotte un peu partout en faisant le strict minimum. Le Pokédex n'essaie même pas de faire semblant qu'il a une personnalité, c'est juste un morceau d'acier avec des instincts de survie basiques. Ensuite, il y a Metang, qui est en gros Terral, version 2.0. Il gagne un deuxième cerveau et le vol magnétique, ce qui le rend plus intelligent et plus puissant, mais il fonctionne toujours en pilote automatique. Et enfin, nous avons Métalos, la machine de combat. Avec 4 cerveaux qui fonctionnent en synchronisation, il est plus intelligent que la plupart des humains, mais cette intelligence s'accompagne d'une absence totale de compassion. Les entrées du Pokédex le décrivent comme clouant ses proies sous son corps massif et calculant tout avec une précision mécanique. Ensuite, il y a la lignée de Groudon. Corphiche est peut-être petit, mais c'est une petite boule de fureur avec des pinces. Ce type haut ne recule devant rien, se jetant dans les combats comme s'il avait quelque chose à prouver. Le Pokédex le décrit comme agressif et bagarreur, ce qui est juste une façon polie de dire qu'il cherche toujours la bagarre. Quand il évolue en Groudon, toute subtilité disparaît complètement. Groudon est le chaos à l'état pur, ravageant les habitats et effrayant tout ce qui bouge. Ses entrées dans le Pokédex le décrivent comme violent et destructeur. Passons maintenant à la lignée de Walrein. Commençons par Sphil, un type glace et eau rond et joyeux, qui préfère rouler partout plutôt que de causer des problèmes. Décrit comme joueur et amical, il aime participer à des activités de groupe avec son troupeau. Lorsqu'il évolue en Ciel-Éo, les choses prennent un ton un peu plus sérieux. Ciel-Éo est décrit comme curieux et concentré, utilisant son grand nez pour étudier les objets et les environnements. Walrein, cependant, apporte une tempête glaciale d'agressivité. Connu sous le nom de Pokémon Brise-Glace, ses entrées dans le Pokédex mettent en avant ses puissantes défenses et sa capacité à briser des icebergs pour protéger son territoire. Bien que sa force soit impressionnante, ses tendances destructrices et son caractère territorial le rendent très dangereux à rencontrer. Et sa volonté d'attaquer n'importe quoi associée à sa puissance brute le place dans un territoire moralement plus sombre. Et maintenant que notre zone grise est terminée, il est enfin temps de passer du côté obscur. Ces Pokémon de la 3e génération sont les mauvais et les méchants. S'approchant furtivement de notre prochaine place, voici Mangriffe, un Pokémon qui incarne la rivalité à l'état pur avec sa fourrure. Ses entrées dans le Pokédex sont claires. Il existe pour combattre ses vipères et il ne reculera devant rien. Qu'il s'agisse de déchirer ses ennemis avec ses griffes acérées ou de foncer tête baissée dans un nouveau combat contre ses vipères,
Mangriff est d'une ténacité sans égale, et il faut presque respecter la pure mesquinerie de garder une rancune aussi tenace. Justement, parlons de Sévipère, qui est un rancunier venimeux recouvert d'écailles. Sévipère, de son côté, n'existe que pour combattre Mangriff, et il ne se soucie de rien d'autre. Avec ses crocs venimeux et sa queue en forme de lame, c'est essentiellement une arme enveloppée de mauvaises intentions. Notre prochaine place revient à la lignée de Dratak, un Pokémon de type dragon poussé par son rêve de voler. Il est décrit comme déterminé mais imprudent, et il se jette à plusieurs reprises du haut des falaises dans sa quête de prendre son envol. Bien que son ambition soit admirable, le fait qu'il donne des coups de tête dans les rochers et casse des choses par frustration montre qu'il a un côté légèrement chaotique. Lorsqu'il évolue en Dracos, il devient plus patient, enfermé dans une carapace solide en attendant sa transformation ultime. Dratak cependant est là où les choses s'intensifient. Ses entrées dans le Pokédex décrivent sa capacité à voler comme un rêve accompli, mais soulignent également ses tendances très destructrices. Submergé de joie par ses nouvelles ailes, il déclenche souvent une destruction sauvage sur son passage, brûlant tout derrière lui avec la force d'un dragon. Ensuite, nous avons Misdibule. Misdibule ne joue pas franc jeu, mais c'est un peu le but. Ce type acier et fée est un maître de la manipulation, utilisant son apparence mignonne et inoffensive pour attirer ses proies avant de leur infliger une attaque à couper le souffle. Ses entrées dans le Pokédex ne prétendent même pas qu'il est innocent. Il sait exactement ce qu'il fait et honnêtement, il en est plutôt fier. Arrive ensuite la lignée de Sharpedo. Carvanha est essentiellement une boule flottante de dents et de mauvaises intentions. Ce Pokémon ne se contente pas de grignoter ses proies, il passe en mode piranha total. Il déchiquette tout ce qui a le malheur de croiser sa route. Et le fait qu'il se déplace en meute le rend encore plus terrifiant, comme si un seul ne suffisait pas. Et ensuite, il évolue en Sharpedo, qui transforme le chaos de Carvanha en un prédateur suprême. Ce Pokémon était connu comme le tyran des mers, et c'est essentiellement une torpille vivante avec du caractère. Il ne fait pas mal, il anéantit simplement, utilisant sa vitesse et ses mâchoires tyro capables de broyer l'acier pour s'assurer que rien ne lui échappe. Ensuite, nous en Mémonsite, nous avons la lignée de Dusclops, qui commence avec Skelenox, un Pokémon de type spectre à la réputation glaçante. Il est décrit comme une silhouette hantée qui aime effrayer les gens, en particulier les enfants qui se comportent mal. Si l'on est généreux, c'est un farceur effrayant qui se nourrit de faire peur aux gens pour les inciter à bien se comporter. Lorsque Skelenox évolue en Terraclope, les choses deviennent nettement plus sombres. Les entrées du Pokédex présentent Terraclope comme un vortex fantomatique, capable d'aspirer n'importe quoi dans son corps creux, où cela disparaît à jamais. Cette capacité terrifiante n'est pas utilisée de façon indiscriminée, mais le simple fait qu'elle existe fait de Terraclope l'un des Pokémon les plus inquiétants. De plus, Terraclope garde souvent des tombes ou des lieux sacrés, ce qui suggère un rôle protecteur, mais ses pouvoirs étranges et son comportement mystérieux le rendent plutôt sinistre. Pour notre prochaine place, nous retrouvons la famille de Oniglali qui commence avec Stalgamin, un Pokémon joyeux et inoffensif. Pokémon. Ses entrées dans le Pokédex le décrivent comme un porteur de bonne fortune, jouant joyeusement dans des environnements enneigés et survivant au froid avec une attitude optimiste. Mais ensuite vient Oniglali, où les choses prennent une tournure plus sinistre. Les entrées du Pokédex d'Oniglali mettent en avant sa nature prédatrice, gelant ses proies sur place avant de les dévorer. Ce n'est pas un Pokémon qui chasse par désespoir, c'est un prédateur calculateur qui ne montre aucune pitié. Son regard froid et perçant ainsi que ses méthodes brutales le placent clairement dans la catégorie des ténèbres. Le manque d'empathie de Glali en fait un Pokémon très inquiétant. Parlons maintenant de l'une des choses les plus effrayantes du désert, la lignée de Cacturne, qui mérite aujourd'hui la médaille de bronze du mal. Cacnea peut sembler innocent, avec son corps rond et son sourire joyeux, mais ne t'approche pas trop si tu ne veux pas d'un câlin rempli de piquant. Cacnea survit dans le désert hostile en utilisant ses épines comme arme, et c'est avec Cacturne que commencent les cauchemars. Les entrées du Pokédex le décrivent comme un traqueur implacable, suivant sa proie toute la nuit et attendant que l'épuisement fasse le travail à sa place. Ici, aucune énergie n'était gaspillée. Cacturne chasse avec une précision silencieuse, prouvant que parfois la chose la plus effrayante n'est pas ceux qui vous poursuit, mais ceux qui vous observent patiemment depuis l'ombre. Il ne se soucie ni de l'équité, ni de l'héroïsme, il est simplement là pour vous survivre, et il est terriblement doué pour ça. Dans l'animant, Cagna est le compagnon espiègle, mais attachant de James, s'accrochant souvent à lui avec affection malgré ses épines. Cacturne, cependant, est à la hauteur de sa sinistre légende dans des épisodes comme De la naissance à la sécurité, où ses tactiques de traque inquiétantes sont pleinement mises en avant. S'infiltrant à la prochaine place, nous retrouvons les lignées de Huntail et Gorbis, qui remportent la médaille d'argent du mal. Coquille-Perle est le point de départ de cette double lignée, un type au calme et docile qui passe sa vie bien à l'abri dans sa coquille solide, sans causer de problème. Mais lorsqu'il évolue en Huntail, le ton change radicalement.
Ce Pokémon des profondeurs marines est décrit dans les entrées du Pokédex comme un prédateur des grandes profondeurs avec un style de chasse féroce. Il utilise son corps semblable à une anguille pour nager rapidement et piéger ses proies, ne montrant aucune hésitation dans ses tactiques de survie. Ses méthodes sont efficaces et brutales. D'un autre côté, Gorbis ajoute une touche inquiétante à cette lignée. Bien que son apparence élégante suggère de la grâce, ses entrées hautes dans le Pokédex révèlent une nature bien plus sinistre. On dit que Gorbis aspire les fluides corporels de ses proies, ne laissant derrière lui qu'une coquille vide. L'aspect effrayant de ses habitudes alimentaires fait de Gorbis l'un des Pokémon les plus dérangeants. Maintenant, traquant son chemin jusque dans vos cauchemars comme une peluche maudite devenue folle, voici la lignée de Baïonné. Commençons par Chupit, un Pokémon attiré par les émotions fortes, en particulier les émotions négatives comme l'envie et la malveillance. Les entrées du Pokédex le décrivent comme un esprit ténébreux qui se nourrit de rancune, absorbant silencieusement les mauvaises ondes de son environnement. L'histoire de Banette ressemble au scénario d'un épisode spécial Halloween que personne n'a demandé. Autrefois une peluche abandonnée, ce type spectre est revenu à la vie, animé par une rancune qui rendrait jaloux même votre hache la plus amère. Toute son existence tourne autour de la traque de son ancien propriétaire et de le maudire jusqu'à l'oubli. Comment s'y prend-il? En se plantant des épingles dans le corps. Donc oui, Bayonetta est en gros une poupée vaudou ambulante. Et franchement, elle a l'air de prendre un peu trop de plaisir à ça. Il ne fait même pas semblant d'être un fantôme incompris. Il n'aide pas les âmes à passer de l'autre côté, ni ne fait de farce inoffensive. C'est une machine à vengeance à un seul Pokémon, avec une bouche zippée, pleine de malédictions prêtes à exploser. La seule consolation ici, c'est que sa vendetta est très spécifique. À moins d'être sa cible, vous êtes probablement en sécurité. Probablement. Et puis il y a Mega Banette, c'est là que les choses dérapent. Lorsqu'il méga évolue, la fermeture éclair s'ouvre complètement, libérant toute son énergie vengeresse. Mega Banette ne ressent pas seulement de la colère, il est la colère, cousue avec une poupée encore plus effrayante. Dans l'anime, Banette a fait quelques apparitions glaçantes. Dans Pokémon Advance Battle, un Banette a volé des objets pour se venger, prouvant qu'il est aussi mesquin qu'effrayant. Nous décernons à Banette la médaille du péché d'envie, car son existence vengeresse tourne autour d'une jalousie amère envers son ancien propriétaire. Nous remettons à Swalot la médaille du péché de gourmandise pour son appétit insatiable à dévorer tout ce qui se trouve à sa portée. Personne ne mérite plus la médaille du péché de paresse que Mona Flémite, car il est vraiment le roi de la paresse. La médaille du péché d'avarice revient à Linéon, car son obsession à accumuler des objets démontre une avidité insatiable. Cependant, nous allons en fait attribuer la médaille du péché d'orgueil à Absol, car son comportement distant et ses avertissements dramatiques de catastrophe lui donnent l'air de se complaire dans son rôle de sauveur incompris. La médaille du péché de colère doit revenir à Dratak, car sa rage destructrice après son évolution incarne la colère pure et incontrôlée.